douloureusement vide. Pas de père pour m'accompagner à l'autel, pas de mère pour essuyer ses larmes, pas de sœur pour me faire un signe de la main depuis le premier rang, juste des chaises blanches et un silence qui hurlait plus fort que n'importe quelle musique d'orgue. Quelques heures avant que je n'enfile ma robe, mon père m'a appelé depuis une porte d'embarquement à l'aéroport. Il semblait pressé, presque agacé. Il m'a dit que nous fêterions ça plus tard, que je savais comment c'était et que ce voyage était déjà réservé depuis longtemps. En arrière-plan, j'entendais les annonces d'embarquement et le rire de ma sœur qui flottait à travers le combiné. Le dernier message que j'ai reçu d'elle avant de remonter l'allée était une photo d'une eau bleu cristal avec ses jambes étendues sur un transat. Elle avait écrit que les vacances ne pouvaient pas attendre et de bien profiter du mariage. Tandis que le côté de mon mari remplissait ses rangées, applaudissant et encourageant, mon côté ressemblait à une scène de crime après le départ de tout le monde. Je me tenais là dans ma robe, fixant ces sièges vides, prétendant que ma poitrine ne me brûlait pas. Ce fut le jour où quelque chose en moi s'est brisé en silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de crise. J'ai observé. Je me suis souvenu. Et j'ai commencé à garder les preuves, au sens propre comme au sens figuré. 2 mois plus tard, les mêmes personnes qui avaient choisi Tahiti plutôt que moi m'ont appelé avec un ton différent, me suppliant de prendre l'avion pour le grand jour de ma sœur dans un complexe de luxe. Ils pensaient que je viendrais, que je ferais un joli sourire et que je jouerais à nouveau le rôle de la fille oubliée. Ils n'avaient aucune idée de combien j'avais changé. Avant de vous raconter ce que mon père a dit ce soir-là et ce qui s'est passé après que j'ai pris le micro au mariage de ma sœur, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire sur les limites familiales et la revanche va voyager. Je suis infirmière en réanimation à Lyon, habituée au chaos, aux sirènes, aux alarmes et aux gens qui hurlent des ordres les uns sur les autres. Je suis formée pour rester calme quand tout le monde s'effondre. Mais rien dans mon travail ne m'a préparée au traumatisme silencieux que l'on ressent quand sa propre famille vote avec ses pieds et choisit des vacances plutôt que votre mariage. En grandissant, j'ai toujours su que mon père avait une préférée. Il dirige une entreprise de construction prospère, Morel et Associés, des maisons de luxe, de gros clients et un ego encore plus grand. À l'église et dans la communauté, c'est l'homme de famille par excellence, le gars qui fait des discours sur le travail acharné et le fait de faire passer la famille en premier. À la maison, la famille d'abord signifiait généralement Chloé d'abord. Ma petite sœur, de 3 ans ma cadette, l'enfant prodige aux grands yeux et au compte TikTok immense. J'étais la responsable, celle qui avait des bourses d'études et qui faisait des gardes de nuit à l'hôpital. Elle était la rigolote. Celle pour qui mon père a payé un voyage à Ibiza pour ses 21 ans tout en me disant que j'étais forte et que je n'avais pas besoin de tout ça. Quand je me suis fiancée, j'ai cru que cette fois ce serait différent. Mon père m'a emmené déjeuner dans une brasserie chic, a sorti un carnet de chèques en cuir et a signé un montant généreux pour les frais du mariage comme si ce n'était rien. Il m'a dit que je l'avais mérité et de ne pas m'inquiéter, qu'il bloquait tout ce week-end car rien n'était plus important que de m'accompagner à l'hôtel. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Pendant des mois, j'ai envoyé à mes parents et à Chloé des photos de lieux, de robes, de planches d'inspiration. Mon fiancé, Hugo, un sapeur-pompier, demandait poliment dans le groupe familial des précisions sur les couleurs des costumes ou l'heure du dîner de répétition. La moitié du temps, personne ne réagissait. 3 semaines avant le mariage, Chloé a posté un compte à rebours sur son Instagram mentionnant un voyage entre filles à Tahiti dans 3 semaines. J'ai fixé mon téléphone. Les dates chevauchaient parfaitement mon week-end de mariage. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a dit que ce n'était que quelques jours, qu'il s'arrangerait et de ne pas faire de mélodrame. Mon père a envoyé un message plus tard disant que les acomptes étaient payés mais qu'il rentrerait à temps, me disant de me détendre. J'ai essayé. Je me suis dit qu'il ne le ferait pas vraiment. La veille du mariage, Hugo et moi étions dans notre petit appartement en train de régler les derniers détails. Il repassait sa chemise pendant que je faisais défiler des pages internet en essayant de ne pas pleurer. Une notification est apparue sur son téléphone posé sur la table basse. C'était un aperçu d'un nouveau message dans le groupe familial Morel. Il m'a demandé s'il devait l'ouvrir et j'ai répondu amèrement que je ne regardais jamais là-dedans, alors qu'ils se servent.
Il a déverrouillé son téléphone et son visage a changé en temps réel. De la confusion, puis de l'incrédulité, puis de la colère. Il m'a dit doucement que je devais voir ça. Sur son écran, une série de photos montrait mon père dans un siège en première classe avec une coupe de champagne, ma mère avec un grand chapeau de paille, et Chloé posant avec son passeport avec une légende disant que quand la famille choisit les ondes tropicales plutôt que le stress. Tahiti arrive. La famille d'abord. L'heure de la photo d'embarquement était 2 heures avant mon dîner de répétition. Pas d'appel, pas d'excuses, juste du bon temps. Mon cœur a sombré si fort que je me suis sentie physiquement nauséeuse. J'ai murmuré que c'était peut-être juste une escale, cherchant n'importe quelle explication. Mais ensuite, une vidéo s'est lancée toute seule. On entendait Chloé crier que la prochaine étape était Tahiti et qu'ils étaient désolés pour moi, qu'ils m'appelleraient en vidéo depuis la plage. Puis on entendait la voix de mon père en fond plaisanter en disant qu'il serait là par l'esprit. Hugo m'a regardé, la mâchoire serrée, me demandant ce que je lui conseillerais de faire si sa propre famille lui faisait ça. Je n'ai pas répondu parce que nous savions tous les deux que je lui dirais de couper les ponts. Dites-moi honnêtement, si vous voyez la famille de votre fiancé survoler littéralement un océan au lieu de faire 20 minutes de route pour votre mariage, iriez-vous toujours vers l'hôtel en espérant qu'ils apparaissent ou seriez-vous déjà en train de planifier votre sortie? Je me suis quand même préparée. Les infirmières des urgences savent fonctionner en mode automatique. On peut mourir à l'intérieur et toujours poser une perfusion, appeler un code, garder les mains stables. Le matin de mon mariage, j'ai fait mon propre maquillage avec ce même calme mécanique. Mascara, correcteur, rouge à lèvres. Ignorer les tremblements. Ignorer le fil de message vide de maman. Ignorer le message non lu de papa qui disait juste que le signal serait peut-être mauvais mais qu'on se rattraperait après. La mère de Hugo a frappé à la porte de la suite nuptiale, me disant que c'était l'heure avec les yeux brillants d'émotion. J'ai forcé un sourire, pris mon bouquet et marché vers les portes de la chapelle. La musique a commencé, les portes se sont ouvertes. Je suis sortie et j'ai immédiatement vu la scène. À gauche, le côté de Hugo était plein, ses frères, ses cousins, ses amis d'enfance. Ils se sont levés, applaudissant, sifflant, rayonnant pour lui puis pour moi. À droite, mon côté, 2 collègues de l'hôpital, ma colocataire d'université et 3 rangées vides réservées avec des cartons blancs indiquant famille de la mariée. Toutes ces chaises parfaitement alignées me fixaient comme les dents d'une bouche qui refusait de parler. Mes genoux ont failli lâcher. Hugo l'a vu aussi. Ses yeux se sont assombris d'un mélange de fureur et de chagrin. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel et il a serré mes mains si fort que mes articulations me faisaient mal. Il a murmuré que j'étais incroyable et que lui et moi, ça suffisait. J'ai hoché la tête parce que si je parlais, j'allais éclater en sanglots. L'officiant a commencé la cérémonie et juste au moment où il a demandé qui donnait cette femme en mariage, un grand éclat de rire a retenti dans le système sonore. Au début, j'ai cru que c'était un Larsen. Puis j'ai entendu clairement des bruits de vagues en arrière-plan, des verres qui trinquent et la voix aiguë de ma sœur s'exclamant de regarder cette eau incroyable. Toute la salle s'est tournée vers l'arrière où se trouvait la régie. Le DJ et le technicien de l'église manipulaient frénétiquement les câbles, fixant un téléphone en haut-parleur. Sur l'écran, face à la foule à cause d'une erreur technique impensable, se trouvait mon père avec des lunettes de soleil, un verre à la main, debout sur un ponton au-dessus d'une eau turquoise. Il a hurlé dans le téléphone « Joyeux mariage ma grande », sans se rendre compte que son visage faisait maintenant 6 mètres de haut sur le projecteur. Il a crié qu'il regardait depuis Tahiti et qu'il fêterait ça plus tard quand les choses ne seraient plus aussi folles là-bas. Il a dit à Chloé de montrer la plage. La caméra a pivoté vers ma sœur en bikini et paré au blanc, posant avec un mimosa. Elle a gloussé en disant que les vacances n'attendaient pas et qu'il repartagerait mes photos. Quelqu'un dans la foule a toussé. Quelqu'un d'autre a marmonné que c'était une plaisanterie. J'entendais les murmures commencer immédiatement. Les gens disaient que c'était sa famille qui appelait depuis ses vacances. La mère de Hugo, assise au premier rang, a couvert sa bouche d'horreur. Le technicien a fini par arracher le téléphone du système, coupant le son, mais le mal était fait. L'officiant s'est raclé la gorge, visiblement secoué, et a demandé doucement si nous devions continuer.
J'ai regardé Hugo. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir son muscle tressaillir. Il a murmuré que nous pouvions arrêter, que nous n'étions pas obligés de passer par là aujourd'hui. J'ai répondu non, nous nous sommes fait une promesse, finissons-en pour nous. Je me suis senti me détacher, planant au-dessus de mon propre corps pendant que nous prononcions nos vœux. J'ai promis de l'aimer et de le chérir. Il a promis de rester à mes côtés. La pièce était floue sur les bords, sauf pour ces 3 rangées vides gravées dans ma vision et l'image rémanente des lunettes de soleil stupides de mon père. Quand l'officiant a enfin dit que l'on pouvait embrasser la mariée, les applaudissements semblaient maigres et gênés. Alors que nous redescendions l'allée, Hugo s'est penché et a murmuré qu'il me jurait qu'il ne me ferait plus jamais ça. Pendant que les invités sortaient vers la cour pour les photos, je me suis glissée dans un couloir latéral, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le groupe familial. Les vidéos de Tahiti étaient toujours là avec des captures d'écran de la story Instagram de Chloé, une vidéo de mon père levant son verre avec la légende disant que quand le soutien de la famille consiste à envoyer de bonnes ondes depuis l'autre bout de l'océan, c'est ça la famille d'abord. J'ai cliqué sur enregistrer pour chaque image, chaque vidéo, chaque légende. Je ne savais pas encore comment, mais je savais ceci, un jour il y aurait un compte à rendre. Si votre famille vous humiliait sur un écran géant le jour de votre mariage, affronteriez-vous les responsables tout de suite ou attendriez-vous de rassembler des preuves pour frapper quand ils s'y attendent le moins? La réception qui a suivi a été magnifique pour tous les autres. Des guirlandes lumineuses, de la nourriture excellente, les amis de Hugo dansant comme des idiots, ses cousins faisant des toasts sincères sur la façon dont il avait toujours veillé sur eux. Chaque fois que quelqu'un mentionnait la famille, je ressentais un petit choc dans ma poitrine. Quand est venu le temps des discours des parents, le père de Hugo s'est levé, s'est raclé la gorge et a dit qu'il n'avait pas eu la chance d'élever une fille mais qu'aujourd'hui il avait l'impression d'en avoir gagné une. Toute la salle a fait un bruit d'attendrissement. J'ai souri mais mes yeux piquaient. De mon côté, le micro est resté silencieux. Entre 2 chansons, Hugo et moi nous sommes éclipsés pour prendre l'air. Nous nous tenions juste à l'extérieur sous une rangée de lumière avec le son lointain des rires derrière nous. Il m'a demandé si ça allait. J'ai ri mais il n'y avait aucun humour là-dedans. J'ai dit que mon père avait littéralement gâché mon mariage depuis un autre continent et lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a sorti son téléphone de sa poche intérieure et m'a dit que je devais aussi voir ça. Sur le compte public de Chloé, une photo avait été postée moins d'1 heure après que nous ayons dit oui. Ma famille en maillot de bain debout autour d'une table éclairée à la bougie sur la plage. Mon père au centre tenant une coupe de champagne. La légende disait que sa fille préférée avait enfin son voyage de rêve à Tahiti avec la meilleure famille du monde et que pour rien au monde il n'aurait manqué ça. L'heure de publication chevauchait presque exactement le moment où Hugo et moi échangions nos alliances. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que l'image devienne floue. Je me suis souvenu de chaque fois quand j'étais enfant où mon père avait raté mes spectacles d'école, ma remise de diplôme d'infirmière, mon premier emménagement, toujours avec la même réplique disant qu'on fêterait ça plus tard et que je savais qu'il était occupé. J'ai dit doucement que j'en avais fini de leur accorder le bénéfice du doute et qu'ils avaient fait leur choix. Hugo a hoché la tête en disant que nous ferions le nôtre, que nous construirions notre propre famille, lui, moi et tous ceux qui nous respectent. Quelque chose en moi s'est solidifié à ce moment-là. La colère s'est refroidie en quelque chose de plus tranchant, de plus clair. Des limites, des conséquences. J'ai dit que je ne voulais pas leur hurler dessus mais que je voulais qu'ils ressentent ce que c'était que d'être à l'extérieur pour une fois. Le lendemain, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère disait que le Wi-Fi était terrible et qu'ils étaient désolés de ne pas avoir pu être là, que l'appel en direct était leur façon d'essayer. Mon père disait que je faisais une montagne de rien, qu'il m'avait prévenu pour ce voyage et de ne pas gâcher mon mariage pour un seul week-end. Chloé disait que c'était juste une question de timing, qu'elle m'aimait et de ne pas être fâchée car ils avaient regardé le replay et que j'étais superbe. J'ai laissé tous ces messages en mode lu. Pour la première fois de ma vie, le silence était le mien. Des semaines ont passé. Mon travail me gardait occupée. Hugo et moi nous sommes installés dans notre vie de mariés. Les listes de courses partagées, la routine de la lessive, les soirées cinéma, son équipement de pompier séchant sur la barre de douche.
De temps en temps, je voyais une publicité pour l'entreprise de mon père à la télévision locale, Morel et Associés, construire des maisons, construire des familles. Je ricanais et je coupais le son. Puis un mardi soir, environ 6 semaines après le mariage, Hugo est entré dans le salon avec son ordinateur portable ouvert, un regard étrange sur le visage. Il a répété cette phrase devenue récurrente dans notre mariage en me disant que je devais voir ça. Sur l'écran se trouvait un email interne à l'entreprise que quelqu'un lui avait manifestement transféré de manière anonyme. C'était adressé à tout le personnel de Morel et Associés, mais le corps du message venait de mon père à son comptable, daté de 3 jours avant mon mariage. Le sujet concernait les frais du séminaire à Tahiti. Mon père demandait de classer cela comme développement client ou séminaire du personnel, qu'il le déduirait des impôts ce trimestre et qu'il fallait piocher dans le budget discrétionnaire mis de côté au lieu de la contribution au mariage de Léa. Il ajoutait qu'il se rattraperait plus tard auprès d'elle. Mon estomac s'est retourné. Ce chèque qu'il m'avait signé à la brasserie, le fameux tu l'as mérité, il l'avait littéralement détourné pour payer ses vacances sur une île. Ce n'était plus seulement de la négligence émotionnelle maintenant, c'était financier et délibéré. Hugo a dit lentement qu'il avait donc repris l'argent du mariage pour payer le voyage qu'il avait choisi de faire à la place du mariage, puis qu'il m'avait traité de mélodramatique parce que j'étais blessée. J'ai hoché la tête, la mâchoire contractée. Il avait transformé mon mariage en déduction fiscale. Ce soir-là, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et j'ai commencé à tout y glisser. Capture d'écran de messages, vidéo de la cérémonie, publication de Chloé, l'email que Hugo venait de me montrer. J'ai nommé le dossier preuve famille d'abord. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une vengeance mesquine, cela ressemblait à un dossier d'instruction. Les gens disent toujours de pardonner et d'oublier, mais dites-moi, quand quelqu'un transforme votre jour le plus important en une ligne de dépenses sur son rapport de frais, l'oubli est-il vraiment de la sagesse ou est-ce juste leur faire savoir qu'il n'y a aucune conséquence? Près de 2 mois après le mariage, par un dimanche matin tranquille, mon téléphone a vibré avec un appel vidéo de ma mère. J'ai failli refuser par habitude, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai répondu et son visage a rempli l'écran, maquillage complet, lumière douce, ce sourire de maman répété que je reconnaissais après toutes ces années à arrondir les angles pour mon père. Elle m'a demandé si j'avais une minute et m'a dit que mon père et Chloé étaient là aussi. Ma poitrine s'est serrée. J'ai demandé ce qui se passait. La caméra a dézoomé. Mon père a fait un signe de la main depuis le canapé du salon portant un polo avec le logo de son entreprise. Chloé était assise en tailleur sur le tapis dans une combinaison blanche, une bague brillant visiblement à son doigt. Elle a hurlé surprise en montrant sa main gauche et a annoncé qu'elle était fiancée. J'ai fixé l'écran, demandant si c'était déjà le cas car elle sortait à peine avec un certain Dylan lors du voyage à Tahiti. Elle a répondu qu'il avait fait sa demande sur la même plage où ils avaient regardé le replay de ma cérémonie, comme si c'était sentimental au lieu d'être tordu. Elle a ajouté que c'était comme si la boucle était bouclée et qu'ils avaient une nouvelle excitante. Mon père a coupé la parole en disant qu'il préparait le mariage à Tahiti, dans le même complexe, les mêmes villas sur l'eau, une véritable célébration à l'autre bout du monde. Et bien sûr, ils étaient tous d'accord pour dire que ce ne serait pas complet sans Hugo et moi. Le sourire de ma mère a tremblé et elle a ajouté qu'ils voulaient vraiment arranger les choses et que ce serait leur chance d'être tous ensemble. J'ai failli rire. Le même complexe. Le même endroit où ils avaient porté un toast à ma sœur pendant que je pleurais dans un couloir d'église. J'ai demandé brutalement qui payait. Ils ont tous scié. Mon père a dit qu'il couvrait la majeure partie et que Hugo et moi n'aurions besoin que des billets d'avion, et qu'il pensait qu'il serait symbolique d'utiliser le budget de mariage original mis de côté en le partageant entre nous 2 filles. Il a demandé si ce n'était pas juste. La rage m'a traversée de façon brûlante et nette. Ils avaient déjà utilisé cet argent pour leur premier voyage. Maintenant, ils prévoyaient de prétendre qu'il était toujours là, en le rebaptisant générosité. Chloé a ajouté sans rien remarquer qu'il m'envoyait la vidéo d'invitation officielle et qu'elle voulait que je fasse un discours pour apporter une énergie de bénédiction de la part d'une grande sœur. Après avoir raccroché, l'invitation officielle est arrivée.
Un montage professionnel avec des prises de vue par drone sur l'eau turquoise, des séquences au ralenti de Chloé et Dylan riant dans des hamacs, avec une voix off sur les deuxièmes chances et les liens familiaux que la distance ne peut briser. L'image finale montrait Chloé et Dylan avec la mention invité d'honneur et témoin principal Léa Morel. J'ai failli fracasser mon téléphone. Hugo est rentré d'une garde et m'a trouvée assise sur le canapé. La vidéo était en pause, le visage de Chloé figé dans un sourire parfait d'influenceuse. Il a deviné que j'avais reçu l'invitation. J'ai hoché la tête. Il voulait que je bénisse son mariage à l'endroit même où ils avaient fêté son absence au mien, en utilisant l'argent qu'il avait pris de mon mariage pour payer leurs premières vacances. Hugo s'est assis à côté de moi et a dit que nous n'étions pas obligés d'y aller. J'ai fixé l'écran un long moment avant de dire que si, nous devions y aller. Il a froncé les sourcils. J'ai expliqué que je les avais laissés écrire mon histoire pendant 27 ans, l'enfant négligé, celle qui comprend, l'infirmière qui accepte quand ils sont occupés. À mon mariage, ils ont montré au monde qui ils étaient vraiment et j'ai dû l'encaisser. Si je n'affrontais pas cela, ils continueraient comme si de rien n'était. Ils traiteraient de personnes ingrates quiconque s'opposerait à eux. Ils parleraient de famille tout en utilisant les gens comme des accessoires. J'ai ouvert mon ordinateur, cliqué sur le dossier d'épreuves et j'ai commencé à tout organiser en sous-dossiers concernant le mariage, le voyage à Tahiti, l'argent et l'image publique. Hugo regardait en silence et m'a demandé ce que je faisais. J'ai répondu qu'il voulait des écrans de projection et des discours, et que j'allais leur donner exactement cela. J'ai réservé 2 billets en classe économique avec notre propre argent. J'ai réservé une chambre standard au complexe, pas l'une des villas sur pilotis qu'ils avaient réservées pour la famille proche. J'ai acheté une robe rouge vif qui me donnait l'impression d'être un signal de danger. J'ai aussi envoyé un email à la coordinatrice d'événements du complexe, me présentant comme la sœur de la mariée et son témoin, lui demandant si je pouvais charger une vidéo hommage spéciale sur leur système audiovisuel la veille du mariage. Elle a répondu en quelques heures qu'ils adoraient les surprises et de simplement la porter sur une clé USB. J'ai nommé le fichier hommage famille d'abord final et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Si votre famille vous invitait à l'endroit même où elle vous a humilié, vous tendait un micro et vous donnait accès au projecteur, garderiez-vous le silence ou appuieriez-vous enfin sur lecture? Tahiti est aussi magnifique que sur Instagram et tout aussi surréaliste quand on y arrive pour une mission de vengeance au lieu d'une lune de miel. Alors que notre hydravion survolait une eau qui semblait retouchée par ordinateur, Hugo m'a serré la main. Il m'a dit que c'était la dernière chance de faire marche arrière et que nous pourrions leur dire que j'étais malade et passer la semaine sur la plage à ignorer tout le monde. J'ai répondu que j'étais malade depuis des mois et que c'était ma façon de guérir. Au quai du complexe, ma famille attendait comme un comité d'accueil. Mon père en lin, ma mère dans une robe longue fleurie, Chloé dans un ensemble blanc qui la faisait ressembler à une audition pour un magazine de mariage. Dylan se tenait à côté d'elle, grand, beau, poli, visiblement encore sous le charme du récit de la famille parfaite qu'on lui avait vendue. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines par messages interposés. Je l'ai serré en retour de façon rigide. Mon père a dit que j'avais l'air en pleine forme, s'approchant pour une accolade rapide en me tapotant l'épaule comme si j'étais un client qui venait de signer un contrat. De près, je pouvais voir plus de gris dans ses cheveux, mais le même charme pratiqué. Il m'a dit qu'il était vraiment content que nous soyons venus et que cela signifiait beaucoup. J'ai demandé si c'était vrai avec une voix souriante. Son sourire a vacillé mais est resté en place. Chloé a dit que ma robe était incroyable et qu'elle ressortirait bien à la caméra, me qualifiant de pilier émotionnel du mariage. Les blessures anciennes guérissent, a-t-elle ajouté. J'ai répété ces mots avec ironie. Le personnel nous a donné des serviettes fraîches et de l'eau de coco. Nous nous sommes installés dans notre chambre modeste, toujours plus belle que tout ce que j'avais connu, mais rien à voir avec les palais sur l'eau que je voyais par la fenêtre. Mes parents et Chloé étaient dans ceux-là, bien sûr, postant des visites des chambres dès le soir même. Avant le dîner, j'ai rencontré la coordinatrice dans le pavillon de réception, un bâtiment aux parois de verre surplombant l'océan. Je lui ai donné la clé USB en disant que c'était un mélange de clips d'enfance, de photos et de messages de gens restés à la maison. Une seule de ces descriptions était techniquement vraie.
Elle a branché la clé sur l'ordinateur connecté au projecteur pour vérifier. Les premières images étaient des photos d'enfance innocentes de Chloé et moi en pyjama assortis, des clips que ma mère avait envoyés au fil des ans, joués sur une musique douce. Je les avais inclus exprès pour endormir la méfiance de tout le monde. La coordinatrice a trouvé ça superbe et a arrêté la vidéo avant qu'elle ne passe au matériel moins flatteur. Le jour du mariage fut un tourbillon de chaleur et de tension. La cérémonie de Chloé sur le pont surplombant l'eau ressemblait à une page de magazine. Fleurs blanches, voilage flottant au vent, invité en couleur pastel. Mon père l'a accompagné à l'hôtel, souriant comme le père de l'année pendant que des drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes pour capturer chaque angle. J'ai senti la main de Hugo dans la mienne. Pendant les vœux, j'ai regardé Chloé promettre de toujours être là pour Dylan, essayant de ne pas tressaillir devant l'ironie de la situation. Après le baiser, nous sommes passés dans le pavillon pour la réception. Les tables brillaient de mille feux. Un écran géant derrière la table d'honneur diffusait en boucle les photos de fiançailles de Chloé et Dylan, dont beaucoup prises lors de ce premier voyage à Tahiti. Chaque diapositive était un rappel de l'endroit où ils se trouvaient le jour de mon mariage. À notre table, quelques invités faisaient la conversation. Un cousin de Dylan m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu que j'étais infirmière aux urgences et que je soignais les gens quand ceux qui étaient censés prendre soin d'eux ne le faisaient pas. Le cousin a ri poliment, ne saisissant pas le sous-entendu. Ma mère est passée, touchant mon épaule pour me dire qu'après le dîner, je passerais juste avant le toast de mon père, et de rester sur des choses légères car c'était un jour heureux. J'ai souri finement en promettant de parler avec mon cœur. Le dîner s'est terminé. Le DJ a annoncé le discours spécial du témoin de la mariée. Chloé rayonnait, s'attendant à un monologue émotionnel et pardonneur qu'elle pourrait partager avec ses abonnés. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe rouge et j'ai marché vers le centre de la piste de danse. Le projecteur derrière moi est passé des photos de fiançailles à un écran noir. J'ai regardé la foule, les amis de mes parents, les partenaires commerciaux de mon père, la famille de Dylan. J'ai pris le micro. J'ai commencé par dire que pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais Léa, la sœur aînée, et aussi la seule personne dans cette pièce qui avait vu Chloé et mes parents quand les caméras ne tournaient pas. Quelques rires ont retenti. Chloé a ri nerveusement. J'ai continué en disant que Chloé était magnifique et que Dylan semblait être un gars bien, et que c'était pour ça qu'il serait injuste de ne pas lui raconter toute l'histoire de comment nous en étions arrivés là. L'ambiance a changé. Les chaises ont craqué. Le sourire de mon père a commencé à ressembler à une grimace. J'ai fait un signe discret au DJ. L'écran derrière moi s'est animé. Des photos d'enfance sont apparues. J'ai dit que nous avions grandi dans une maison où les mots la famille d'abord étaient la devise, du moins c'est ce que nous disions à tout le monde. Le montage a changé sur l'écran pour montrer une photo des rangées vides de ma famille lors de mon mariage. Des exclamations ont parcouru la salle. J'ai raconté qu'il y a 2 mois, j'avais épousé mon meilleur ami à Lyon et que personne ne verrait ces photos sur cet écran parce que ma famille n'était pas là. Le clip suivant s'est lancé automatiquement, montrant mon père et Chloé sur l'écran géant de l'église, lui avec ses lunettes de soleil et elle en bikini criant des salutations joyeuses depuis Tahiti. Leur voix résonnait dans tout le pavillon disant que les vacances ne pouvaient pas attendre. Personne ne riait plus dans la salle. Je me suis tournée légèrement pour voir le visage de mes parents. Ma mère avait la main sur la bouche. Chloé était figée, le mascara commençant déjà à couler. Mon père était devenu blême sous son bronzage. J'ai expliqué que pendant que mon mari et moi échangions nos vœux devant 3 rangées vides, ma famille était ici même, dans ce complexe, transformant mon absence en contenu pour les réseaux sociaux. La diapositive suivante montrait le message de Chloé disant qu'elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Certains partenaires commerciaux de mon père se sont penchés en avant, l'un d'eux murmurant à un autre en secouant la tête. Puis vint l'email. J'avais masqué le nom du comptable mais laissé celui de mon père bien visible. Le projecteur a zoomé sur les lignes clés pendant que je les lisais à haute voix, mentionnant de classer le voyage comme séminaire professionnel pour le déduire des impôts et de prendre l'argent sur le budget de mon mariage. On aurait pu entendre une fourchette tomber.
Je me suis tournée vers Dylan en lui disant que lorsqu'il parlait de la famille d'abord, il devait comprendre ce que cela signifiait réellement. Cela signifiait transformer mon mariage en déduction fiscale et me traiter de mélodramatique parce que j'étais blessée. Mon père s'est levé brusquement en me disant que c'était assez et d'éteindre ça. J'ai levé la main en lui disant qu'il avait eu son image publique pendant des décennies, ses publicités, ses discours, sa marque d'homme de famille, et que ce soir nous équilibrions simplement l'histoire. Derrière moi, le diaporama affichait une comparaison entre une de ses publicités télévisées et la ligne budgétaire détournée. Des invités ont commencé à se lever et à murmurer entre eux. L'un de ses plus gros clients, un promoteur local, fixait l'écran avec les lèvres serrées. Mon père a crié que j'essayais de le ruiner pour un simple problème d'emploi du temps. J'ai ri d'un rire sec en disant qu'il ne s'agissait pas d'emploi du temps mais d'un comportement systématique consistant à choisir ce qui le faisait bien paraître au détriment de ce qui comptait vraiment. Chloé a fini par trouver sa voix pour hurler que c'était son mariage et que je l'embarrassais. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement que je ne faisais rien d'autre qu'appuyer sur lecture. Pendant une longue seconde, la pièce est restée dans un silence de plomb. Puis Dylan s'est levé lentement. Il a regardé l'écran, puis Chloé, puis mes parents. Il a demandé si tout cela était vrai, s'ils avaient vraiment raté le mariage de ma sœur pour venir ici et payer avec son argent. Mon père a commencé à bafouiller que c'était plus compliqué que ça mais je l'ai coupé en disant que Dylan avait les preuves sous les yeux. Chloé a tenté de retenir le bras de Dylan en disant que c'était juste une question de timing et qu'elle avait besoin de contenu pour ses réseaux, avant de s'arrêter en réalisant comment cela sonnait. Dylan a retiré son bras lentement en disant qu'elle lui avait assuré que sa sœur comprenait et que tout allait bien. J'ai dit que j'avais passé mon mariage à faire semblant que tout allait bien pour qu'il ne me traite pas d'ingrate, mais que je n'allais pas bien du tout. Le client promoteur a élevé la voix pour demander si c'était bien la carte de l'entreprise qui figurait sur cet email. Mon père a tenté de dire que c'était une affaire personnelle mais l'homme a répondu qu'il avait rendu cela public en utilisant les fonds de l'entreprise tout en se vantant de ses valeurs familiales dans son marketing, ajoutant qu'il serait en contact à leur retour à Lyon. Il s'est levé et est sorti, suivi par 2 autres hommes. Les épaules de mon père se sont affaissées. Ma mère pleurait en disant que nous pourrions arranger cela. J'ai ressenti un instant l'envie de l'enfant conditionné de calmer les choses, mais je me suis souvenu des chaises vides et de la voix de ma sœur par-dessus mes vœux. J'ai repris le micro une dernière fois pour dire que pendant des années je m'étais dit que le sang signifiait la loyauté, mais que des gens ordinaires dans mon service de réanimation à 3 heures du matin m'avaient appris plus sur la vraie famille que mes propres parents. La famille n'est pas ce qui rend bien sur les photos, c'est qui se tient à vos côtés quand il n'y a rien à publier. J'ai dit à Chloé que je ne la détestais pas mais que je refusais de continuer à prétendre que cette dynamique était normale. J'ai dit à mes parents qu'ils avaient choisi des vacances plutôt que moi et l'image plutôt que l'honnêteté, et que ce soir je me choisissais moi-même. J'ai rendu le micro au DJ et lui ai dit d'arrêter la vidéo. Hugo m'attendait déjà près de la porte. Nous ne sommes pas partis en courant, nous sommes juste partis. 2 personnes s'éloignant d'un incendie qu'elles n'avaient pas allumé. Dehors, il a pris mon visage dans ses mains et m'a dit qu'il était fier de moi. J'ai murmuré que j'avais l'impression d'avoir arraché mes propres racines. Il a répondu que c'était peut-être le cas mais que maintenant il y avait de la place pour de nouvelles racines. Au cours de la semaine suivante, les répercussions ont été rapides. 3 des plus gros clients de mon père se sont retirés. La réputation de l'entreprise Morel a pris un coup énorme lorsqu'une version de l'appel vidéo et de la photo des chaises vides a circulé dans la presse locale. Mes parents ont d'abord appelé sans cesse, mêlant excuses et accusations, avant que les appels ne ralentissent puis s'arrêtent. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire, juste le silence. Et pour la première fois, ce silence ressemblait à la paix. J'ai construit ce que je voulais depuis le début avec Hugo, sa mère qui m'appelle chaque dimanche, et mes collègues qui étaient là pour moi. La famille n'est pas un nom, c'est un acte de présence. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale toxique que l'on rencontre malheureusement plus souvent qu'on ne le pense, même si elle est ici poussée à l'extrême par l'ère des réseaux sociaux et de l'apparence. Ce qui frappe le plus, c'est le contraste entre l'image publique de ce père de famille, entrepreneur respecté prônant des valeurs traditionnelles, et la réalité glaciale de ses actions.
Le fait de détourner le budget d'un mariage pour en faire une déduction fiscale tout en abandonnant sa propre fille est une trahison non seulement émotionnelle mais aussi morale. Léa, en tant qu'infirmière, incarne la réalité brutale de la vie, le soin et la présence réelle, tandis que sa sœur Chloé vit dans un monde de filtres et de mise en scène. La vengeance de Léa n'est pas un simple acte de méchanceté, c'est une quête de vérité. Elle ne crée pas de mensonges, elle expose simplement la réalité telle qu'elle est. En choisissant d'appuyer sur lecture, elle brise le cycle du silence qui permet aux narcissiques de continuer à régner sur leur entourage. La réaction de Dylan, le nouveau mari, montre que l'honnêteté a un prix, mais qu'elle est nécessaire pour construire des bases solides. Cette histoire nous rappelle que la famille de sang n'est pas toujours celle qui nous soutient et que parfois, il faut avoir le courage de couper les ponts pour enfin respirer et construire sa propre vie avec des personnes qui valorisent la présence réelle au-delà des apparences. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que la réaction de Léa lors du mariage de sa sœur était justifiée par l'humiliation qu'elle a subie, ou pensez-vous qu'elle aurait dû régler cela en privé malgré le mépris de ses parents? Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous êtes senti comme l'enfant oublié au profit d'une image de famille parfaite? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse de lire vos points de vue sur ces limites familiales souvent difficiles à poser.